Mon nom n'a aucune importance. Ce que je vais vous confier aujourd'hui, ce n'est pas une question d'identité, mais de vérité. Pendant 8 années, j'ai servi une des machines les plus létales et corrompues qui ait jamais dominé le nord-est du Mexique, le cartel du Golfo. Je n'étais pas un tueur à gages avec le pistolet à la ceinture, ni un commandant qui apparaissait dans les journaux. J'étais l'homme de l'ombre, celui qui comptait les billets tachés de sang, celui qui transformait des valises de dollars en chiffres propres dans des bilans comptables. J'ai vu naître grandir et s'effondrer un empire criminel, pierre par pierre, cadavre par cadavre. Je travaillais directement pour Antonio Cárdenas Guillinconu dans les rues de Matamoros sous le nom de Tony Tormenta. Il n'avait rien du caïd de cinéma, petite trapue lunette, épaisse, l'air d'un modeste employé. Mais son regard suffisait à glacer une pièce entière. Je l'ai vu ordonner des exécutions sans hausser la voix comme on coche une case dans un registre. À ses côtés, j'ai découvert que la peur pouvait être une arme plus puissante que les fusils, et que l'argent pouvait acheter non seulement le silence, mais aussi l'État lui-même. L'histoire que je vais raconter n'a jamais été dite à voix haute. Ce sont des souvenirs qui me hantent depuis plus d'une décennie, des images qui reviennent la nuit quand je ferme les yeux. Des mallettes de billets remises à des colonels de l'armée, des fonctionnaires qui souriaient en échange de leur loyauté, des enfants qui grandissaient dans des villes transformées en champs de bataille. Je veux que vous compreniez comment un simple comptable est devenu un rouage indispensable de la corruption et pourquoi un homme comme Tony Tormenta a fini par détruire jusqu'à son propre sang. Au début des années 2000, Tamaulipas était une terre silencieuse en surface, mais sous cette tranquillité apparente bouillonnait une guerre invisible. Les ports, les routes et les aéroports appartenaient déjà au cartel. La police, les procureurs et même certains généraux recevaient chaque mois leur part, comme si c'était une seconde administration parallèle. Ceux qui fermaient les yeux vivaient confortablement. Ceux qui posaient des questions finissaient flottant dans le Rio Bravo. J'ai appris cette règle trop tard, au moment où il n'y avait plus de retour possible. Ce que vous allez entendre n'est pas un récit héroïque. Il n'y a ni gloire ni grandeur dans cette confession. C'est une descente progressive dans un univers où la loyauté s'achète et où la trahison se paie en litres de sang. J'ai accepté de parler parce que le silence est devenu plus lourd que la peur. Aujourd'hui, je ne cherche pas à me justifier, mais à mettre en lumière ce que beaucoup préfèrent oublier. Le pouvoir du cartel du Golfo ne reposait pas seulement sur ses armes, mais sur son emprise totale sur les institutions. Je suis prêt à vous guider à travers ces années perdues, pas à pas, depuis ma première erreur, jusqu'à l'instant où j'ai choisi de disparaître. Chaque chapitre est une cicatrice. Chaque souvenir est une dette que je ne pourrai jamais payer. Ce n'est pas une légende. C'est ma vie et c'est mon fardeau. Je suis né loin des projecteurs et des privilèges. Mon enfance à Matamoros n'avait rien de singulier aux yeux du monde extérieur, une petite maison poussiéreuse, des repas simples partagés autour d'une table bancale, un père qui travaillait jusqu'à l'épuisement et une mère qui priait pour que ses enfants échappent à la misère. Mais derrière ces images ordinaires se cachait une réalité bien plus crue. La pauvreté comme destin, la corruption comme atmosphère quotidienne, la violence comme bruit de fond. Dès l'école primaire, je voyais mes camarades disparaître du jour au lendemain. Certains partaient au nord avec leur famille pour chercher une vie meilleure aux États-Unis, d'autres se retrouvaient enrôlés très jeunes comme Halcón, ces guetteurs postés au coin de rue pour surveiller les patrouilles de police. Je ne comprenais pas encore les mécanismes, mais je sentais déjà que notre ville appartenait à des forces invisibles. Les sirènes de police ne signifiaient pas la protection, mais souvent l'annonce d'une exécution imminente. Mes parents m'avaient transmis une seule arme, l'éducation. Si tu veux survivre ici, deviens invisible derrière des chiffres, répétait mon père, convaincu que les études de comptabilité pouvaient me sauver. Et moi, enfant timide, je me réfugiais dans les mathématiques. Les nombres étaient juste neutres incorruptibles.
À travers eux, je croyais pouvoir échapper à la brutalité de mon environnement. Je rêvais d'une carrière tranquille, de travailler dans une entreprise respectable, de bâtir une vie stable et de rendre fiers mes parents. Mais la réalité sociale m'a vite rattrapé. Quand j'ai obtenu mon diplôme de comptabilité en 2003, je pensais que c'était mon ticket pour sortir de l'ombre. Je cherchais un emploi honnête, mais à Matamoros, les opportunités légales étaient rares et mal payées. Les seules entreprises florissantes appartenaient soit à des familles déjà corrompues, soit à des réseaux liés au crime organisé. On disait souvent « Ici, si tu veux gagner ta vie, tu dois fermer les yeux sur la provenance de l'argent. » Il y avait aussi ce poids invisible de l'injustice. J'avais vu trop de fois des policiers protéger des trafiquants, des politiciens, enrichir leurs familles, alors que la nôtre peinait à acheter des chaussures neuves. Très jeune, j'ai compris que l'État ne jouait pas pour nous. Cette fracture profonde a nourri en moi une colère silencieuse, une impression d'être condamné à rester spectateur d'un système truqué. Alors quand l'occasion s'est présentée, je n'ai pas posé trop de questions. C'est ainsi qu'en 2003, j'ai accepté ce poste de comptable dans une société de transport. À première vue, c'était une chance inespérée, un salaire décent, des bureaux climatisés, la promesse d'une stabilité. Je croyais enfin avoir échappé à la spirale de misère. Ce que j'ignorais encore, c'est que cette entreprise n'était qu'une façade, une porte d'entrée vers un monde où les chiffres que j'aimais tant serviraient non pas à construire, mais à détruire. En repensant à cette époque, je me demande souvent si j'avais vraiment le choix. Était-ce la pauvreté qui m'a poussé à dire oui? Était-ce la frustration de voir les corrompus triompher sous nos yeux? Ou bien, était-ce simplement le destin, cette main invisible qui vous place exactement là où vous ne devriez jamais être? Tout ce que je sais, c'est que mes rêves d'enfant se sont effondrés à l'instant où j'ai franchi la porte de cette société de transport. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai signé mon entrée dans la mécanique infernale du cartel d'El Golfo. Le premier mois dans cette société de transport fut en apparence banal. Je triais des factures, je vérifiais des comptes, je consignais des chiffres. Pourtant, très vite, quelque chose clochait. Les entrées en liquide dépassaient toute logique commerciale. Des dizaines de milliers de dollars déposés sans explication, des factures inventées pour justifier des opérations inexistantes, des mouvements d'argent qui ne correspondaient à aucune réalité logistique. Je croyais au départ à des erreurs comptables, mais lorsque j'ai osé poser des questions, la réponse m'a glacé le sang. Un soir, mon supérieur direct Miguel, un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage dur et aux yeux sans éclat, m'a convoqué dans son bureau. Il a refermé la porte, s'est allumé une cigarette et m'a fixé longuement avant de dire « Ici, il y a deux types d'employés, ceux qui voient, entendent et se taisent, et ceux qu'on repêche flottant dans le Rio Bravo. Alors dis-moi lequel veux-tu être ?» J'ai senti ma gorge se serrer. Le message était clair, le silence ou la mort. J'ai hoché la tête. Ce fut ma première soumission au code du Golfo. À partir de ce moment, mon travail a pris une autre dimension. Je n'étais plus un simple comptable. J'étais devenu un nettoyeur d'argent sale. Je devais inventer des entreprises fantômes, créer des circuits de facturation sophistiqués pour blanchir des millions de dollars provenant de la drogue. Je découvrais un monde parallèle où les bilans financiers servaient à cacher le sang. Ce que je croyais être un simple emploi se transformait peu à peu en une cage dorée. Puis, un soir de l'hiver 2003, j'ai été invité à une réunion dans une maison discrète du quartier Jardine à Matamoros. On l'appelait une safe house. Les rideaux étaient tirés, l'air saturé de tension. J'étais assis au fond de la salle quand il est entré. Antonio Cardenas Guillen, alias Tony Tormenta. Ce nom circulait déjà dans les murmures de la ville comme une légende vivante. Mais l'homme qui se tenait devant moi n'avait rien du seigneur de guerre que j'avais imaginé. Petit trapu, vêtu simplement avec ses lunettes épaisses, il ressemblait presque à un employé de bureau. Pourtant,
le silence qui l'accompagnait était assourdissant. Personne n'osait parler quand il prenait la parole. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot avait le poids d'une condamnation. Je n'oublierai jamais la première fois qu'il s'est adressé à moi, sans même lever les yeux de ses papiers. « On m'a dit que tu étais bon avec les chiffres. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser une nomina spéciale. » Je n'ai pas compris immédiatement ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'on me montre les listes. Des pages entières de noms policiers municipaux, agents fédéraux, soldats, commandants, jusqu'à des procureurs. À côté de chaque nom, un montant précis, 5 000 pesos pour un patrouilleur, 50 000 pour un commandant, 200 000 pour un général. C'était la feuille de paye de la corruption. Ce soir-là, j'ai compris la vraie puissance du cartel del Golfo. Ce n'étaient pas seulement les fusils, ni la brutalité. C'était cette toile invisible d'hommes en uniforme achetés mois après mois. Sans eux, le cartel n'était rien. Avec eux, ils devenaient intouchables. Et moi, j'étais désormais l'un des gardiens de cette toile. Je me souviens encore du froid qui m'a parcouru l'échine quand Tony m'a fixé pour la première fois. Dans ses yeux, il n'y avait pas de menace ouverte, mais la certitude d'un homme qui avait déjà tué et qui tuerait encore si nécessaire. En acceptant sa mission, je franchissais une ligne invisible. Je n'étais plus un simple spectateur de la corruption. J'étais devenu son architecte comptable. Ce fut mon véritable premier contact avec la machine du Golfo, une rencontre qui a scellé mon destin. On dit souvent que pour entrer dans une organisation criminelle, il faut prouver sa loyauté avec du sang. Moi, mon rite d'initiation n'a pas été une exécution, mais une liste. Une simple liste de noms et de chiffres, mais qui valait autant que des balles. C'était la véritable clé du pouvoir de Tony Tormenta, et désormais, elle passait par mes mains. Je revois encore cette première nuit où j'ai dû compiler les données. La pièce était plongée dans une lumière jaune. Mes doigts tremblaient en classant les enveloppes par ordre de priorité. À chaque nom, je devais attribuer le montant exact, calculer la somme totale, préparer les mallettes. Ce n'étaient pas des salaires légaux, mais des loyautés achetées. Plus de 300 fonctionnaires étaient sur cette nomina, policiers municipaux, agents fédéraux, officiers de l'armée, procureurs, jusqu'à des juges. Tous alignés sur le papier comme des employés d'une même entreprise. Sauf que cette entreprise, c'était le cartel du Golfo. Tony me l'a expliqué lui-même d'une voix tranquille mais implacable. « Sans ces cabrones, nous ne sommes rien. Avec eux, nous sommes intouchables. » Katina, Mambam, il avait raison. Le cartel ne dominait pas seulement par ses armes, mais par la corruption systématique. Ce système simple et monstrueux faisait de Tamaulipas un territoire conquis. Chaque mois, des valises pleines de billets circulaient. Moi, je n'étais plus seulement un comptable. J'étais devenu l'architecte de cette mécanique de silence. Mon premier test grandeur nature est arrivé en décembre 2003. Tony m'a ordonné de l'accompagner pour une livraison particulière, le bonus de fin d'année d'un colonel de l'armée basé à Reynosa. 2 millions de pesos en liquide rangés dans une mallette noire. Je me souviens du moment où le colonel a ouvert la valise et a commencé à compter les billets avec la même minutie qu'il aurait inspecté ses armes. Tony l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Nous espérons que l'année prochaine sera prospère pour tous. Vous veillez à ce qu'aucun raid ne surprenne nos routes et nous veillons à ce que votre famille vive en paix. » Ce n'était pas une menace, mais tout le monde avait compris. Ce soir-là, j'ai compris le prix du silence. Le colonel n'a pas protesté, il a simplement refermé la mallette. Son uniforme, censé représenter l'État, venait d'être ravalé au rang de costume de fonctionnaire corrompu. Je suis sorti de cette maison avec la nausée. Mais je savais aussi qu'en ayant assisté à cette scène, je faisais désormais partie du secret. Il n'y avait plus de retour possible. Les mois suivants, je suis devenu l'homme de confiance pour organiser ces versements. Je devais gérer les risques, certains voulaient plus d'autres, menaçaient de changer de camp. La corruption n'était pas un achat unique, mais un abonnement mensuel à la trahison.
Chaque retard de paiement pouvait coûter une embuscade, chaque erreur de calcul, une exécution. La pression était constante. Mais plus je survivais à ces tests, plus Tony me donnait de responsabilités. Un soir, il m'a confié cette phrase qui résonne encore dans ma tête. « Ce n'est pas avec les fusils qu'on construit un empire, mais avec des chiffres et des valises. Les armes tuent des hommes, l'argent tue des générations. » J'ai senti alors le poids de ma mission. J'étais devenu l'homme qui nourrissait la bête. Sans moi, sans cette nomina, le cartel ne pouvait respirer. Et c'était exactement ce qui me liait à lui à jamais. Mon initiation n'a pas été une cérémonie secrète, ni un serment de sang. C'était une série d'enveloppes de valises et de regards échangés. C'était la compréhension glaciale que j'étais désormais une pièce indispensable d'une machine corrompue, où la loyauté ne se gagnait pas avec l'honneur, mais avec des paquets de billets. On croit toujours que la corruption se joue derrière des bureaux, dans le silence feutré des comptes trafiqués. Mais très vite, j'ai découvert que chaque chiffre que je manipulais s'accompagnait d'un corps quelque part d'un cri étouffé d'une vie arrachée. Mon premier véritable pas dans la noirceur n'a pas été seulement financier, il a été sanglant. Décembre 2003. Reynosa. J'accompagnais Tony pour la remise d'un bonus au colonel de l'armée. 2 millions de pesos alignés comme une promesse d'avenir. Quand j'ai vu le colonel recompter les billets avec un calme glacial, j'ai compris que cet argent n'était pas destiné à la prospérité, mais à acheter son silence. Ce soir-là, mon innocence s'est définitivement évaporée. Mais ce n'était qu'un prélude. Peu après, Tony m'a demandé de superviser un transfert de fonds destiné à plusieurs commandants de police. Rien de compliqué, pensais-je, jusqu'à ce qu'un des officiers refuse de prendre son enveloppe. « Je ne suis pas à vendre », a-t-il lâché. Une phrase courte mais suicidaire. Tony n'a pas haussé la voix. Il a simplement fait signe à ses hommes. Quelques secondes plus tard, j'entendais le claquement sec d'un silencieux dans la pièce voisine. Quand j'ai osé jeter un regard, j'ai vu le corps effondré sur le sol, les yeux encore ouverts. L'enveloppe pleine reposait à côté de lui. J'ai compris alors la règle absolue, celui qui refuse l'argent signe son arrêt de mort. Ce fut mon premier contact direct avec la mécanique du sang. J'avais cru que mon rôle se limiterait aux chiffres. Mais en réalité, j'étais là présent complice, silencieux. Le lendemain, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu mes yeux. Ils étaient plus sombres, plus lourds, comme s'ils avaient absorbé le reflet du cadavre. Pourtant, au lieu de fuir, je suis retourné travailler. Parce que dans ce monde, survivre signifiait continuer coûte que coûte. Puis vinrent les premiers convois de drogue que je devais financer. Mon rôle était d'assurer que les policiers sur la route soient motivés à détourner le regard. Une nuit en 2004, un convoi fut intercepté parce qu'un paiement avait été oublié. Le résultat fut un carnage, 3 de nos chauffeurs exécutés, 2 policiers abattus. Quand j'ai appris la nouvelle, Tony m'a convoqué. Chaque erreur de calcul, chaque retard coûte des vies, m'a-t-il dit froidement. Ce jour-là, j'ai senti le poids de ma responsabilité écraser mes épaules. Je n'étais pas armé, mais mes chiffres tuaient ou sauvaient des hommes. Avec le temps, je suis devenu plus froid, presque mécanique. Les premières semaines, mes mains tremblaient en préparant les valises. Mais bientôt, je n'ai plus ressenti que de la lassitude, comme si la mort était devenue une ligne comptable parmi d'autres. J'ai cessé de compter les victimes, mais je continuais de compter les billets. Et pourtant, au fond de moi, une part refusait de disparaître. Chaque fois que je voyais une famille traverser la rue des enfants, rire une mère serrer son fils, une question me hantait. Combien de vies ai-je détruites avec mes calculs? Combien de morts étaient inscrits invisibles derrière mes colonnes de chiffres? Je n'étais plus seulement un comptable. J'étais devenu complice d'un système où l'argent et le sang se mélangeaient jusqu'à devenir indissociables. Ma première erreur avait été de croire que je pouvais rester en dehors de la violence. La vérité, c'est qu'en servant la machine, j'avais déjà les mains rouges. En l'espace de 2 ans,
Ma vie s'était métamorphosée. Moi, le jeune diplômé qui rêvait d'une carrière tranquille, j'étais désormais un homme entouré de gardes armés, logeant dans une villa de Matamoros, roulant dans une camionnette blindée. Mon ascension avait été aussi fulgurante que terrifiante de simple comptable anonyme. J'étais devenu l'opérateur financier principal de Tony Tormenta. En 2005, Tony m'avait confié une mission cruciale, centraliser les finances du cartel. Ce n'était plus seulement de petites enveloppes ou des valises de billets. Je gérais désormais des comptes ouverts sous de fausses identités dans des banques texanes, mais aussi aux îles Caïmans et jusqu'en Suisse. Les flux se comptaient en dizaines de millions de dollars. Chaque transfert était une opération de guerre silencieuse où une erreur aurait pu attirer l'attention des autorités fédérales. Mais j'étais habile, trop habile peut-être, et plus je réussissais, plus Tony m'accordait sa confiance. Cette confiance se traduisait en privilèges. Il m'avait assigné une escorte permanente de 2 puis 8 hommes équipés comme des soldats. J'avais une maison dans le quartier le plus exclusif de Matamoros, des fêtes privées, des voitures de luxe que je n'avais même pas le temps de conduire. Mais derrière ce vernis de prospérité, je sentais grandir une ombre. Plus je montais, plus je devenais indispensable et donc plus exposé. Je me souviens d'une réunion dans le restaurant La Perla, notre lieu de rendez-vous habituel. Tony était assis en bout de table, entouré de ses lieutenants. Il m'a regardé et a dit « Tu es mes yeux et mes mains. Si tu tombes, je tombe aussi. » J'ai ressenti à la fois une fierté glaciale et une peur viscérale. Être indispensable au cartel signifiait aussi que ma vie ne m'appartenait plus. C'est aussi à cette époque que les États, autrefois bras armés du Golfo, commencèrent à agir de façon étrange. D'abord, ce furent des rumeurs de nouvelles sources de revenus, des enlèvements, des extorsions, des vols de carburant. Puis, il devint évident qu'ils construisaient leur propre empire parallèle au nôtre. Tony me chargea alors de surveiller les flux financiers suspects. S'ils bougent sans nous, ils auront besoin d'argent. Trouve où, me dit-il. En suivant les chiffres, j'ai découvert la vérité. Les États n'étaient plus des soldats loyaux. Ils devenaient des rivaux. Pourtant, dans l'ivresse de cette période, j'ai cru que nous étions invincibles. Matamoros et Reynosa semblaient nous appartenir. Les ports, les routes, les aéroports, tout passait par nous. La police et l'armée fermaient les yeux parce que je tenais leur solde entre mes mains. Je vivais avec le sentiment délirant que nous étions un État parallèle plus efficace que le gouvernement lui-même. Mais dans les nuits d'insomnie, j'entendais parfois un murmure intérieur, chaque empire a sa faille. Et notre faille, c'était justement cette toile immense de corruption. Plus le filet s'élargissait, plus il devenait fragile. Un fonctionnaire acheté pouvait le lendemain se vendre à plus offrant. Et je savais que les États attendaient leur moment. Pour l'instant pourtant, Tony me couvrait de reconnaissance. Lors d'un dîner, il leva son verre vers moi et déclara devant tous « Grâce à lui, notre argent est plus fort que leurs armes. » Les hommes autour de la table ont applaudi, certains avec sincérité, d'autres avec jalousie. Moi, j'ai souri mécaniquement, mais au fond, je sentais déjà le piège. J'étais au sommet d'une pyramide bâtie sur le sable et sur le sang. Mon ascension avait été rapide, éclatante, presque irréelle, mais elle portait déjà en elle les germes de ma chute. Car plus haut on monte dans le monde du Golfo, plus la chute est inévitable. De l'extérieur, le cartel du Golfo apparaissait comme une machine parfaite, huilée, invincible. Mais à l'intérieur, c'était un univers clos, où chaque souffle pouvait se transformer en suspicion. Je vivais désormais au cœur de cet empire, et chaque jour ressemblait à un mélange de faste et de terreur. Nos soirées illustraient cette contradiction. Dans les villas sécurisées de Matamoros, nous organisions des fêtes somptueuses, tables recouvertes de cristal champagne, importés musiciens payés en espèces. Les convives policiers en uniforme ou juges respectables se comportaient comme de simples invités.
On aurait pu croire à une réception mondaine si ce n'était la présence permanente des fusils d'assaut posés contre les murs. Le luxe brillait, mais l'ombre du sang planait toujours. La règle d'or était simple, la omerta. Personne ne parlait. Tout le monde savait, mais tout le monde se taisait. Les conversations étaient codées, les sourires calculés. Et derrière chaque sourire, je percevais une crainte sourde, celle d'être le prochain suspect. Car Tony, rongé par une paranoïa grandissante, voyait des traîtres partout. Je me souviens d'un épisode en 2009 qui m'a marqué à jamais. Raúl Hernández, surnommé El Rayito, chef de Sicarios à Reynosa, était accusé d'avoir divulgué des informations aux États. Rien ne le prouvait vraiment. Mais Tony, méfiant, ordonna son enlèvement. Pendant 3 jours, Raúl fut torturé sans relâche. Ses hurlements traversaient les murs des safe houses où je faisais semblant de travailler. À la fin, il avoua des crimes qu'il n'avait probablement jamais commis simplement pour que la douleur cesse. Quand son corps mutilé fut jeté sur une route déserte, j'ai compris que nous n'étions plus seulement en guerre contre nos ennemis. Nous étions en guerre contre nous-mêmes. Au quotidien, mon rôle restait celui de l'architecte financier, mais je voyais les exigences croître sans fin. Les policiers demandaient des augmentations de leur salaire, car les risques devenaient plus grands. Les militaires exigeaient des maisons pour leurs familles, des bourses pour leurs enfants. Ce qui coûtait 5 millions de pesos par mois en 2003 atteignait 20 millions en 2009. La corruption était devenue un gouffre sans fond, et moi, je devais alimenter cette bête insatiable. Les réunions internes étaient devenues des séances de suspicion collective. Chaque chiffre que je présentais était scruté avec méfiance. Chaque retard de paiement pouvait être interprété comme une trahison de ma part. Je marchais en permanence sur une corde raide. J'avais appris à contrôler mes gestes, ma respiration jusqu'à mon regard. Dans ce monde, un clignement d'œil mal interprété pouvait signer un arrêt de mort. Pourtant, il y avait aussi des moments d'ivresse. Quand je voyais un général en uniforme venir chercher son enveloppe ou un gouverneur trinquer à nos victoires secrètes, je ressentais une sorte de vertige. Nous avions transformé l'État en marionnette. J'étais assis à des tables où se décidait le destin de villes entières, où l'on échangeait des millions comme s'il s'agissait de simples pourboires. Ce sentiment de puissance me grisait, mais il me glaçait aussi. Car plus je comprenais l'étendue de notre emprise, plus je voyais grandir l'inévitable. Aucun système bâti sur la peur et la corruption ne dure éternellement. À l'intérieur de l'empire du Golfo, tout était façade. Le luxe n'était qu'un masque posé sur la paranoïa. La loyauté, un mot vidé de sens, remplacé par des enveloppes. Les rires au fait, un écho fragile qui se brisait au moindre soupçon. J'avais cru rejoindre une organisation puissante. En vérité, j'étais enfermé dans une cage dorée où la richesse se payait au prix constant de la terreur. Dans tout empire criminel, le danger ne vient pas seulement des ennemis déclarés. Il naît surtout dans les zones grises, là où l'argent circule des deux côtés, où les alliances invisibles se tissent et se défont au gré des enchères. Pour le cartel del Golfo, cette faille portait un nom, le général Roberto Miranda. Au départ, il était notre atout le plus précieux. Commandant d'une zone militaire stratégique, il recevait chaque mois 500 000 pesos plus des primes spéciales lors des opérations sensibles. Grâce à lui, nous disposions d'informations en avant-première sur les mouvements des États. Tony répétait souvent « La guerre ne se gagne pas avec les armes, mais avec l'information. » Et l'information, c'était Miranda qui nous la livrait. Pendant un temps, nous avions l'impression d'avoir toujours une longueur d'avance. Mais en 2010, les rumeurs se sont faites plus insistantes. Certains convois tombaient dans des embuscades trop bien préparées. Des opérations de la marine semblaient étrangement coordonnées avec nos déplacements. Au début, Tony accusa ses propres hommes de fuite d'informations. Puis, les indices s'accumulèrent. Je me plongeais dans les comptes, dans les virements que j'avais soigneusement consignés. Et ce que je découvris me glaça. Miranda recevait bien nos paiements,
mais il percevait également des sommes encore plus colossales des États. Il lui offrait le triple, ainsi qu'une garantie pour sa famille. Il jouait sur 2 tableaux, vendant nos secrets à nos pires ennemis. Lorsque j'ai présenté mes preuves à Tony, j'ai vu dans ses yeux une froideur implacable. Pas de colère explosive, pas de cris. Simplement une résolution glaciale. « Programme une rencontre avec lui », m'a-t-il ordonné. « Dis-lui que nous avons des informations capitales à partager. » Je savais alors que cette invitation n'était qu'un piège, mais Miranda, aveuglée par son arrogance et sa cupidité, accepta sans hésiter. La réunion eut lieu dans une safe house aux abords de Matamoros. J'étais présent, tapi dans un coin, tandis que Tony menait l'interrogatoire. Le général n'eut pas le temps de comprendre. Dès que la porte se referma, 2 de nos hommes l'avaient désarmé. Ce qui suivit fut un spectacle de cruauté que je préférerais oublier, mais qui reste gravé en moi. Pendant 6 heures, Tony transforma cette pièce en enfer. Chaque minute arrachait une vérité norme de fonctionnaires achetée par les États, numéros de comptes à l'étranger, détails de futures opérations. Le général finit par supplier, par promettre de redevenir loyal. Mais il était trop tard. Sa mort fut lente, méthodique, et marqua un tournant irréversible. Ce soir-là, j'ai compris que notre plus grande force, la corruption, était aussi notre talon d'Achille. En achetant tout le monde, nous avions créé une armée de loyauté fragile, prêtes à se vendre aux plus offrants. La toile que j'avais patiemment entretenue se révélait être un nid de vipères. Et chaque vipère, tôt ou tard, se retournait contre nous. L'exécution de Miranda n'a pas renforcé notre position, elle a révélé notre vulnérabilité. Les États savaient déjà que nous étions fissurés. Le gouvernement observait ces luttes intestines. Les rumeurs de trahison circulaient jusque dans nos propres rangs. Tony, rongé par la méfiance, lança alors une série de purges internes. Des hommes de confiance des commandants régionaux, même des alliés de longue date, furent exécutés sur de simples soupçons. Le sang coulait à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Ce fut le moment où j'ai cessé de me croire intouchable. L'empire que nous pensions inébranlable reposait sur des sables mouvants. Derrière chaque uniforme acheté, il y avait un traître potentiel. Derrière chaque sourire, une lame invisible. Et moi, au milieu de ce chaos, je continuais de compter les billets, conscient que chaque chiffre rapprochait un peu plus notre chute. Chaque empire a son apogée, puis son effondrement. Pour nous, l'effondrement commença en 2008, mais atteignit son point de non-retour en 2010. Ce qui avait commencé comme une alliance stratégique avec les États s'était transformé en guerre ouverte, une guerre qui consuma non seulement nos hommes, mais aussi notre âme. Les premières années, malgré la brutalité des affrontements, nous parvenions à maintenir le contrôle grâce à notre réseau de corruption. Nous savions quand les États bougeaient ou ils recrutaient quelle route ils empruntaient. Mais plus la guerre s'enlisait, plus nos dépenses explosaient. Ce qui coûtait autrefois quelques millions par mois atteignait désormais des dizaines de millions. Les policiers exigeaient 3 fois plus. Les militaires voulaient des maisons pour leurs familles, des véhicules, des armes dernier cri. Chaque mois, la nomina s'allongeait, et moi je m'épuisais à nourrir cette bête insatiable. La paranoïa rongeait Tony. Je le voyais dépérir, son visage amaigri, ses yeux rouges de nuit sans sommeil, sa voix tremblante de colère contenue. Il ne faisait plus confiance à personne, pas même à son propre frère Mario. Et il avait raison de douter. Mes enquêtes révélèrent l'impensable. Mario négociait en secret avec des cellules des États, offrant des informations en échange d'une trêve personnelle. Quand j'ai montré les preuves à Tony, il est resté silencieux de longues minutes, comme s'il lisait l'acte de décès de sa propre famille. Puis, il a pris une décision qui le hanterait à jamais. Il exécuta Mario de sa propre main d'une balle dans la tête en pleurant. J'étais présent. Je crois que c'est ce jour-là que Tony s'est brisé définitivement. À partir de là, le cartel d'El Golfo n'était plus qu'une ombre. Les désertions se multipliaient. Certains rejoignaient les États, d'autres formaient leurs propres cellules. Les safe houses se vidaient,
Les convois se réduisaient. Nos routes, autrefois inattaquables, devenaient vulnérables. Et surtout, l'État que nous avions acheté commençait à nous trahir. Les mêmes fonctionnaires que nous avions engraissés se vendaient désormais à l'ennemi. Le coup fatal survint le 5 novembre 2010. Nous avions reçu une information selon laquelle Heriberto Lascano, chef des États, assisterait à une réunion à Reynosa. Tony décida de frapper fort en collaboration avec certains éléments de la marine. Mais lorsque nos hommes arrivèrent sur place, ce fut un massacre. Une embuscade parfaitement coordonnée les attendait. 15 de nos meilleurs sicarios tombèrent ce soir-là, dont El Caris, le bras droit militaire de Tony. Quand j'ai entendu sa voix au téléphone après le désastre, ce n'était plus de la rage que j'ai perçue, mais une défaite glaciale. « On nous a vendus », murmura-t-il. À partir de ce jour, Tony se replia dans une spirale de méfiance et de vengeance. Il ordonna une purge massive, éliminant plus de 30 hommes en 2 semaines, souvent sur de simples rumeurs. Je compilais les listes de noms à exécuter, sentant chaque fois ma conscience s'effriter. Je savais que beaucoup étaient innocents, mais refusés auraient signé ma mort. J'étais devenu non seulement le comptable des mallettes, mais aussi celui de la mort. Le 5 novembre 2010 restera marqué comme le jour où Tony Tormenta cessa vraiment d'exister. Officiellement, il fut abattu par la marine dans les rues de Matamoros après un affrontement. Mais moi, je sais qu'il s'est laissé tuer. Après avoir perdu son frère, ses hommes, son empire, il n'avait plus rien à défendre. Sa mort fut moins une défaite qu'une délivrance. Pour moi, ce fut la fin d'un monde et le début d'une cavale. Je savais trop de choses pour qu'on me laisse en vie. Tony n'était plus là pour me protéger, et son ombre m'avait déjà condamné. Le cartel d'El Golfo s'était écroulé comme un château de cartes, et j'étais coincé sous ses décombres. Lorsque Tony Tormenta est tombé sous les balles de la marine, une partie de moi est morte avec lui. Non pas par loyauté aveugle, mais parce que sa disparition marquait l'effondrement de l'univers qui m'avait englouti pendant 8 ans. Il n'y avait plus de hiérarchie, plus de filet de protection, seulement le chaos. Je savais que je serais la prochaine cible, car j'étais celui qui détenait les secrets financiers, les listes de corrompus, les itinéraires cachés. Trop d'informations pour qu'on me laisse respirer. Alors j'ai pris une décision radicale: disparaître. Pendant des années, j'avais mis de côté de petites sommes soigneusement dissimulées sur des comptes dormants à l'étranger. Pas par cupidité, mais par instinct de survie. Avec l'aide d'un ancien médecin légiste corrompu, j'ai orchestré ma propre mort. Un cadavre maquillé des papiers, falsifié, une mise en scène sanglante, censée prouver que les États m'avaient exécuté. Le 3 février 2011, j'ai officiellement cessé d'exister. Le lendemain, je traversai la frontière porteur d'une nouvelle identité et d'une valise contenant à peine $100 000. Ma nouvelle vie commença dans le tumulte anonyme de Houston. J'étais désormais Miguel Santamaria, réfugié discret, simple comptable dans une petite firme. À l'extérieur, tout semblait ordinaire, des horaires fixes, des repas solitaires, une routine presque banale. Mais à l'intérieur, chaque bruit de sirène me glaçait, chaque inconnu me semblait être un chasseur envoyé pour solder de vieilles dettes. La paranoïa que j'avais développée au sein du cartel ne m'a jamais quitté. Puis vint l'appel inattendu, en 2013. Une voix calme en espagnol. « Nous savons qui tu es. Nous savons ce que tu as fait. Mais nous savons aussi que tu veux la paix. » C'était la DEA. L'agent Richard Santos m'offrit un pacte collaboré comme informateur confidentiel, livrer ce que je savais sur la corruption en échange d'une immunité et d'une protection fédérale. J'hésitais longtemps, partagé entre la peur de trahir définitivement et le besoin de trouver un sens à ma survie. Finalement, j'acceptais. Pendant 3 ans, j'ai ouvert mes archives intérieures. Des milliers de pages de documents, des cartes, des listes, des flux bancaires.
Grâce à moi, des gouverneurs corrompus furent arrêtés, des généraux déchus, des comptes gelés pour des centaines de millions de dollars. Chaque séance de débriefing ressemblait à une confession. Pour la première fois, je pouvais mettre des mots sur l'indicible délié, le poids de ma mémoire. L'agent Santos me répétait « Tu n'es pas un saint, mais tu n'es pas non plus le démon. Tu es un survivant. » Ces paroles étrangement m'ont sauvé de l'abîme. En 2017, ma collaboration prit fin. La DEA avait obtenu tout ce qu'elle pouvait. On m'installa dans une petite ville d'Arkansas, loin de la frontière, loin de tout ce que j'avais connu. Là, je suis devenu Mike Sandoval, employé discret d'une entreprise de construction. Une maison modeste, une routine réglée comme une horloge. Pour la première fois depuis 2003, je touchais du doigt une forme de paix. Mais les fantômes ne disparaissent jamais. Chaque nuit, ils reviennent le regard de Mario, avant que Tony n'appuie sur la détente, les hurlements du général Miranda, les corps jetés sur l'asphalte. Parfois, je rêve que je recompte encore des billets tachés de sang dans une safe house de Matamoros. Je me réveille en sueur, le cœur battant, incapable de distinguer le présent du passé. La paix que j'ai gagnée est une illusion fragile fissurée par la mémoire. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 48 ans. Je suis un homme banal aux yeux de mes voisins, un comptable silencieux ponctuel réservé. Mais en vérité, je porte sur mes épaules le poids d'un empire disparu. Le cartel del Golfo s'est effondré, les États eux-mêmes se sont fragmentés. Pourtant, les violences continuent transmises comme une malédiction. Et moi, je reste le témoin invisible d'une ère où l'argent dictait la mort. Mon aveu n'est pas une quête de pardon. Je ne cherche pas l'absolution. Je veux seulement que la vérité soit dite sans masque, sans romantisme. Le narcotrafic n'a jamais été glamour. Ce n'est pas l'histoire de fortunes rapides, mais celle d'hommes qui détruisent tout ce qu'ils touchent, y compris eux-mêmes. J'ai survécu, oui. Mais à quel prix? Si j'ai appris une seule leçon, c'est celle-ci: dans ce monde, il n'y a pas de héros, seulement des fantômes. Et les vrais patrons, eux, ne portent jamais de nom. Ils restent invisibles.